Loserboy tombe amoureux d'une fille magnifique, et un jour, il reconnaît son animal de compagnie errant dans la rue. Mais alors que Truck-kun s'apprête à frapper, il saute pour les sauver tous les deux, au lieu de se faire heurter. Il chute d'une falaise pour se retrouver à recommencer sa vie depuis le début. Un garçon blessé, perdu et confus, court pour sauver sa vie, poursuivi par des monstres qui le talonnent de près. Il n'a aucune idée de ce que sont ces créatures, mais il parvient à esquiver un coup de poing qui l'aurait presque certainement tué. Pendant un instant, il parvient à mettre une certaine distance entre lui et les monstres, jusqu'à ce qu'une fille mystérieuse lui attrape soudainement le bras et le tire derrière un rocher. Après quelques secondes tendues, il semble que les monstres soient partis. Le garçon la remercie de l'avoir sauvée, mais remarque alors une petite créature qui passe la tête sous la robe de la fille. Quand il voit la jeune fille éclater de rire, il s'empresse de lui assurer qu'il n'a pas eu peur. En fait, il jure qu'il aurait écrasé ces monstres s'il n'avait pas été blessé. « Si c'est le cas, dit la fille, je t'attendrai pour que tu viennes me sauver la prochaine fois avec toute cette force extraordinaire. » Quand elle lui fait un clin d'œil, il tombe désespérément amoureux et, rassemblant son courage, lui prend la main et finit par lui avouer ses sentiments. Mais au moment même où il parvient à tout lui avouer, il se réveille du rêve qu'il était en train de faire. Deux gars à côté de lui se moquent, disant que ça devait être un sacré rêve, entouré d'un gang armé de battes de baseball. L'un d'eux promet que le garçon va rencontrer son créateur pour s'être pointé sur leur territoire comme s'il en était le propriétaire. Et pourtant, le garçon captif ne semble pas du tout impressionné. En réalité, il regrette seulement que, pour la 1000e fois, il ait échoué à avouer ses sentiments à la fille qu'il aime, même si ce n'était qu'un rêve. Les voyous plaisantent en disant qu'il prend l'expression « fille de tes rêves », un peu trop au pied de la lettre. Le garçon réplique en donnant un coup de pied à l'un d'eux et déclare, pour que ce soit bien clair, qu'elle n'est pas qu'un rêve. Naturellement, les brutes ne prennent pas bien cette remarque. L'un d'eux balance une massue vers sa tête, mais il parvient à l'esquiver et réplique par un coup de tête dans le menton de l'attaquant. Après cet exploit, bien qu'encore attaché, le garçon récite une devise de la famille Narahira. « Ne jamais admettre la défaite tant que tu n'es pas mort. Ne jamais admettre la défaite, même quand tu es mort. » En d'autres termes, Narahara Takaru ne perd jamais. Comme on pouvait s'y attendre, les assaillants foncent sur lui un par un, et même ligoté, il parvient à se défendre. Un peu plus tard, on voit Narahira s'éloigner à moto. Ayant échappé à ces minables, il se jure de tenir sa promesse pour toujours. Il retrouvera la fille qu'il aime, quoi qu'il en coûte. En chemin, il traverse la route et aperçoit la même petite créature qui appartenait à cette fille. Instantanément, il pile sur les freins, essayant de comprendre ce qui se passe. Lorsque l'animal détale plus loin sur la route, il se lance à sa poursuite. Soudain, un camion fonce droit sur l'animal, mais Narahira bondit à la dernière seconde pour le sauver, chutant lui-même sur le flanc de la montagne, au lieu d'être grièvement blessé. Il se réveille cependant dans un endroit totalement différent, et la fille dont il parlait se trouve juste là, devant lui. Souriant jusqu'aux oreilles, Narahira se présente comme le garçon qu'elle a sauvé un jour, mais la fille ne semble absolument pas savoir qui il estimate. En fait, tous deux se tiennent sur une scène, en pleine représentation, quand son petit animal tombe du ciel et atterrit en plein sur la tête de Narahira, le projetant la tête la première contre la poitrine de la pauvre fille, ce qui lui arrache un cri perçant. Dans le public, une fille aux cheveux verts éclate de rire, convaincue que cela fait partie de la pièce, mais la fille aux cheveux bleus insiste. Ça, ce n'était clairement pas prévu dans le scénario, et elle en a assez. Elle se tourne vers ceux et lui demande si ce n'est pas bien plus amusant que ces danses ennuyeuses, ce à quoi se acquiesce avec enthousiasme. Mais comme aujourd'hui est un jour spécial, il se dit qu'il devrait reprendre un peu le contrôle des choses. Il active alors un gadget dissimulé dans sa main, projetant une corde qui ligote Narahira à la scène. Même s'il admire le chaos que ce type a semé dans le spectacle, il est temps de remettre un peu d'ordre. Finalement, la fille que Narahira aime lui donne une gifle et lui ordonne de disparaître. Mis dehors, Narahira se retrouve à errer dans la rue, se demandant si la fille le déteste désormais et essayant de trouver un moyen de redresser la situation. Un peu plus loin, il aperçoit un petit garçon en train de croquer dans une brochette. Alors, Narahira s'approche pour lui demander s'ils en vendent dans les supérettes.
Le gamin n'a absolument aucune idée de ce qu'il raconte. Toujours insatisfait, Narahira entre dans une boutique au hasard et tente de comprendre comment acheter quoi que ce soit dans cet endroit. Le vendeur affiche une sorte d'interface montrant la monnaie du royaume, et lorsque Narahira tente d'ouvrir son appli bancaire sur son téléphone mort, il se fait tout simplement jeter dehors. Frustré, l'étranger demande à la première personne qu'il croise où il se trouve, et l'homme lui répond « Ici, c'est Joe Set ». Sur l'allée Bojo, Denji Hyenkayo reste totalement. Narahira erre dans un quartier de la ville qui lui semble étrangement familier. Peut-être est-il revenu dans le passé, ou quelque chose du genre. Perdu dans ses pensées, il est soudain ramené à la réalité par une annonce publique. Une vague de brume noire est sur le point de s'abattre dans une minute, et tout le monde doit se rendre immédiatement à la porte d'évacuation. Pris de court, Narahira se retrouve coincé en dehors de la zone sécurisée avec une poignée d'autres personnes, tandis que la brume commence à se répandre dans les environs. C'est alors qu'il voit un enfant sur le point d'être englouti par le brouillard sombre. Instinctivement, Narahira se jette sur l'enfant pour le protéger de son propre corps. Alors que la brume les enveloppe, Narahira et l'enfant sont aspirés dans ce qui ressemble à une réalité alternative. L'enfant est totalement pétrifié, tout comme les autres autour d'eux. Désormais seul, Narahira tente de comprendre si quelqu'un est encore en vie, quand un monstre gigantesque apparaît et commence à détruire les citoyens figés. Malgré la taille et la rage de la créature, Narahira ne recule pas. Il tient bon et ordonne au monstre de les laisser tranquilles. Attiré par son audace, le géant le frappe avec une attaque dévastatrice. D'une manière ou d'une autre, Narahira survit, bien qu'il soit grièvement blessé. Il se dit qu'il ne va pas mourir aussi facilement, mais alors qu'il reprend à peine son souffle, le monstre lance une nouvelle attaque. Et une fois de plus, Narahira se retrouve face à une puissance qu'il n'a jamais connue. Mais cette fois, un robot surgit et assène un coup de poing si puissant qu'il projette le géant à plusieurs mètres de là. Impressionné, Narahira fixe ce mystérieux sauveur, bouche bée. Pendant ce temps, les opérateurs du robot essaient de comprendre comment ce garçon a pu ne pas être pétrifié, même en se tenant au cœur de la brume noire. C'est alors que le robot annonce que l'humain doit rester là où il est. Il se chargera de repousser l'Oni. Contre toute attente, Narahira reste sur place et déclare que si cette bête revient, il lui bottera les fesses lui-même. Et comme prévu, l'Oni revient à la charge, mais le robot insiste pour que le garçon reste en retrait. Puisqu'il pilote la machine à deux, Yuna appelle Atsunaga à l'action, et ensemble, ils déclenchent les 5 éléments. L'Oni fonce sur eux, prêt à attaquer, mais le robot réplique avec les 5 tonnerres, une attaque puissante qui parvient à... Tous les chiffres ont été convertis en lettres. Depuis la salle de contrôle, la fille aux cheveux bleus, qui observait toute la scène plus tôt, réalise soudain que Narahira est le même garçon qui a fait irruption sur scène. Avec la dissipation de la brume noire, les autorités arrivent pour s'occuper des blessés. Les 2 pilotes du robot s'approchent du garçon qui, d'une manière ou d'une autre, a évité d'être pétrifié, curieux de voir s'il va bien. Même après avoir été sauvé, Narahira fait preuve d'arrogance, affirmant qu'il ne faisait que gêner la raclée qu'il allait infliger au géant. Cette suffisance pousse presque Yuna à bout et elle manque de lui sauter dessus. Atsunaga intervient rapidement pour désamorcer la tension avant qu'un vrai combat n'éclate. Posant une main sur l'épaule de Narahira, il reconnaît que c'est dingue que ce garçon ait pu traverser la brume noire sans être touché. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il pourrait tenir tête à un Oni. Après tout, il n'est pas un Onmyoji. Avant qu'il puisse expliquer ce que cela veut dire, il est appelé ailleurs. Non loin de là, la fille que Narahira avait vue se transformer en pierre dans ses bras est belle et bien en vie, et un immense soulagement envahit son visage lorsqu'il se met à sourire. Errant dans les rues de Hyenkayo, complètement perdu, le jeune Takaru tente de se remonter le moral en se souvenant d'un vieux proverbe de la famille Narahira. « Ne pense à rien tant que tu n'as pas mangé ». C'est à ce moment-là que la fille de Seirev réapparaît, l'air contrarié maintenant qu'elle l'a reconnu. Elle le réprimande pour avoir gâché une pièce de théâtre importante, surtout que même le conseiller principal de l'empereur se trouvait dans le public. Malgré tout, elle est assez gentille pour remarquer qu'il est blessé et décide de lui venir en aide. Elle l'emmène dans un endroit où elle lui offre de la nourriture. Pendant qu'il mange, il lui raconte son histoire. Et à présent, elle a compris qu'il vient d'un autre monde.
Elle est stupéfaite lorsqu'il lui explique qu'il a réussi à traverser la brume noire, chose qui n'était encore jamais arrivée. Curieux, Narahira lui demande ce que sont exactement la brume et les Oni. Un homme assis à proximité lui explique que les Oni sont les ennemis de l'humanité venus d'un autre monde et que la brume noire est un phénomène qui survient lorsque ces monstres envahissent leur monde. Devinant que Narahira doit être désespéré à l'idée de rentrer chez lui, la fille lui dit qu'un Onmyoji pourrait probablement y parvenir. Mais Narahira se moque de cette idée, surtout parce qu'il n'aimait pas Atsunaga ni Yuna. L'homme à côté en prend ombrage et explique que ce sont les Onmyoji qui protègent encore la ville. Ce sont eux qui contrôlent les Shikigami. Une autre femme ajoute que le chef des « entouré par les ombres de la nuit ». Pensant que le moment est parfait, il sort dehors, applaudit pour saluer sa performance, et elle se contente de lui sourire en lui demandant s'ils se sont déjà rencontrés. Narahira répond que oui, et lui rappelle qu'il lui a promis de devenir plus fort afin de pouvoir la protéger. Elle lui promet de ne pas oublier une chose aussi importante la prochaine fois et se présente enfin sous le nom de Tsukimiya. Au matin, le deuxième jour du festival, Narahira aide à quelques corvées lorsqu'il aperçoit le messager du conseiller impérial s'approcher du même homme venu à cause de ce qui s'est passé la veille. En parlant avec Tsukimiya, le messager se plaint de la façon dont le spectacle a tourné au désastre lorsqu'un intrus a envahi la scène. Le conseiller est furieux, déclarant que toute la représentation était indigne du grand rituel du pandémonium. Désormais, le conseiller exige que Tsukimiya vienne présenter des excuses en personne au palais. C'est à ce moment-là que Narahira intervient, avouant que c'est lui qui a gâché le spectacle. Le messager l'ignore complètement, insistant pour que ce soit Tsukimiya qui l'accompagne. Narahira tente de nouveau de se confesser, mais est de nouveau interrompu par Abino Seim. Narahira l'appelle Inbihariaki, et Seim éclate de rire, disant que beaucoup de gens écorchent son nom ainsi. Après avoir fait retenir Narahira, le grand Onmyoji se penche vers Tsukimiya et la rassure, lui promettant que tout ira bien, et elle semble lui faire confiance. Plus tard, alors qu'il quitte les lieux à bord d'une voiture aérienne, la fille aux cheveux verts demande à Seim s'il n'est pas dérangé par le fait que ce garçon soit aussi bizarre, mais il hausse simplement les épaules. Soudain, une nouvelle alerte à la brume noire retentit dans toute la ville. Dans 20 secondes, Yenkayo sera de nouveau englouti par les ténèbres, car la cité est en pleine période du grand pandémonium. Les avertissements sont encore plus lents que d'habitude, et la brume fonce, touchant le véhicule porté par les nuages dans lequel se trouve Tsukimiya. Voyant son ami en danger, Narahira attrape la première arme qu'il trouve et fonce droit vers le chaos. Après tout, il a promis qu'il la sauverait, quoi qu'il arrive. Dans la brume, Yuna et Atsunaga tentent de contenir les Oni envahisseurs. Pendant ce temps, Narahira avance à travers ce terrain étrange venu d'un autre monde, cherchant son ami, jusqu'à ce qu'il repère enfin le véhicule détruit. Alors que les Onmyoji attaquent l'ennemi gigantesque, ils sont pris de court par une contre-attaque. L'Oni invoqua une série de portails d'évasion interconnectés, lui permettant de sauter d'un portail à l'autre pour frapper par surprise. Une tactique qui s'avéra dévastatrice, le Shikigami se faisant toucher encore et encore. Incapable de répondre, et pour ne rien arranger, alors qu'il approchait enfin de Tsukimiya pétrifié, l'Oni acheva sa rafale d'attaque par une explosion dévastatrice visant le robot. L'impact fut si puissant qu'il endommagea le réacteur spirituel du robot. À cet instant critique, Sei se précipita dans la salle de contrôle pour rejoindre Kazura et savoir comment la bataille évoluait. Sur le champ de bataille, l'Oni n'était plus qu'à quelques secondes de finir le Shikigami et la pauvre Tsukimiya pétrifiée une bonne fois pour toutes, jusqu'à ce que, à la toute dernière seconde, Narahira surgisse et frappe le monstre avec son arme. Tout le monde resta sans voix devant l'intervention soudaine de ce gamin qui avait une fois de plus émergé de la brume noire, tous sauf Sei, qui se contenta d'afficher un sourire sarcastique. Se sentant plus fort que jamais, Narahira tenta de maintenir l'offensive, mais l'Oni géant l'attrapa, l'écrasa avec brutalité, puis le projeta au sol avec une force écrasante. Au final, l'Oni mit de la distance entre eux, laissant l'humain en miettes sur le sol. Mais d'une manière ou d'une autre, comme par magie, les blessures graves de Narahira semblèrent guérir en un instant. Le monstre, maintenant à distance, se prépara à lancer une nouvelle de 16 attaques dévastatrices. Peinant à se relever, Narahira répéta la devise de sa famille.
Ne jamais admettre la défaite tant que tu n'es pas mort. Ne pas l'admettre, même après. Porté par ces mots, il fonça droit dans la trajectoire du canon de l'Oni, et contre toute attente, il répondit à la pleine puissance de l'attaque par un coup de poing titanesque. Au moment où son poing atteignit sa cible, Narahira se transforma. Revêtu de cette armure imparable, il asséna un coup qui mit un terme écrasant au combat. Dans la salle de contrôle, Sei observait la scène avec un sourire, admettant enfin pour lui-même que ce garçon était vraiment spécial. À l'intérieur de la brume, Narahira retrouva sa forme d'origine et poussa un soupir de soulagement en voyant ses amis toujours en un seul morceau. Mais alors, le noyau de l'Oni surgit du sol sous leurs pieds et un portail apparut, réduisant Tsukimiya en éclats. Quelques instants plus tard, un autre Oni réapparut et planta ses griffes dans le torse de Narahira, par derrière. Et dans la scène suivante, le garçon se réveilla en panique, exactement dans la même situation que celle où il s'était retrouvé en arrivant dans ce monde.